Ouais, alors, ah, voilà, hop, pardon. Alors, juste quelques points de logistique avant de lancer le sujet. D'abord, merci d'être tous là. On est très heureux que vous ayez pu venir et écouter la bonne parole. Pour des points de vue logistiques, donc plusieurs choses. Vous avez dans le petit onglet discussion, vous pouvez poser des questions. Donc, le mieux, c'est effectivement vous poser des questions dans l'onglet discussion. Vous les écrivez, mais à ce moment-là, on les prendra à la fin. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on vient de le voir, c'est effectivement de couper vos micros et vos caméras. Et troisième information importante, Monsieur Nikou, malheureusement, a une mauvaise bande passante aujourd'hui. Donc, la proposition que vous avez faite, c'était de reporter cette réunion ou de la maintenir. J'ai pris la décision, que j'espère pas trop mauvaise, de la maintenir aujourd'hui, parce que vous tous réussi à trouver une date pour ce soir. Et donc, avec l'inconvénient, effectivement, que de temps en temps, son image est figée, mais il n'y a que l'image qui soit figée, la tête ne l'est pas, et généralement, les paroles sont avec. Donc sur cet aspect-là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à craindre. Et donc, je vais continuer sur cette bonne lancée. Non pas présenter Bruno Nicou, que beaucoup d'entre vous ont déjà vu pour Turandot, mais simplement pour vous dire pour les autres que donc Monsieur Nicou travaille à l'Opéra de Paris, mais qu'il se présente beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Donc, je lui passe immédiatement la parole. Je vous remercie. Oui, donc je suis Bruno Nicou, je travaille à l'Opéra national de Paris depuis à peu près 25 ans, 1997 très précisément. Et alors, donc, ma démarche en tant que. Alors, je suis responsable de l'animation des ventes à l'Opéra de Paris et également je forme tous les chargés de relations avec le public sur les spectacles lyriques pour les aider à vendre justement nos spectacles, leur donner des arguments. Alors, mon parcours n'est pas, enfin, je n'ai pas de formation de musicologue, je le dis très clairement, mais par contre, mes 25 ans à l'opéra m'ont permis de voir beaucoup de spectacles, beaucoup, que ce soit d'ailleurs à l'Opéra de Paris ou à l'étranger, où j'ai pu aller, que ce soit Métropolitane, à Covent Garden, je suis allé donc à Séville, je suis allé à Prague, bon voilà, j'ai voyagé un peu partout dans des grands opéras, dans les grands opéras du monde. Et donc voilà, donc c'est fort de cette expérience-là, beaucoup de spectacles que j'ai vus, et puis également de toute cette culture que j'ai développée en lisant des livres, en apprivoisant le lexique de l'opéra, que j'ai acquis une certaine légitimité à parler de l'opéra et à parler des spectacles en général, et plus spécifiquement des spectacles de l'Opéra national de Paris. Voilà. Donc c'est en quelque sorte, c'est une passion qui me guide depuis très longtemps et que j'essaie de faire partager aux autres, que ce soit, comme je le dis, aux chargés de relations avec le public, mais également, mon métier ne s'arrête pas là, puisqu'on va également parfois dans les associations, on va également dans les comités d'entreprise pour présenter les spectacles donc aux salariés. Donc voilà, il y a tout un travail pédagogique que je fais autour des spectacles lyriques de l'Opéra de Paris. Voilà un peu pour mon parcours. Est-ce que vous souhaitez du coup que je commence à parler du spectacle des noces? Oui, oui, je pense, hein, vous pouvez y aller. Je peux y aller? D'accord, très bien. Ben donc on va commencer donc à parler de ce spectacle que donc vous avez choisi de mémoire deux dates, le 3 février et le 16 février 2022. Donc c'est un spectacle qui est programmé au Palais Garnier, normalement du 19 janvier au 18 février. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Noces de Figaro, donc c'est une nouvelle production à l'Opéra de Paris. C'est une nouvelle production qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle qui a été initié par Stéphane Lissner, notre directeur précédent, puisque le souci de Stéphane Lissner, ou l'objectif de Stéphane Lissner, c'était de monter les trois opéras que Mozart et Da Ponte, son librettiste fétiche, ont écrits ensemble, à savoir Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte. Et donc le cycle au Palais Garnier, en plus précisément. Et donc, le cycle a été initié avec donc Così fan tutte dans la mise en scène chorégraphiée d'Anne-Theresa de Kersmaker. Ensuite, nous avons poursuivi le cycle avec Don Giovanni dans la mise en scène d'Ivo Vanov. Et nous clôturons le cycle cette année avec Les Noces de Figaro au Palais Garnier dans la mise en scène d'une artiste britannique, j'y reviendrai, qui s'appelle
Nettia Jones. Alors, Les Noces de Figaro, c'est un opéra bouffin en 5 actes, donc chanté donc, en italien, opéra de Mozart, bien sûr, librettiste da Ponte. Et donc, alors quelques mots sur Mozart, rapidement, je pense que vous connaissez tous Mozart, c'est ce génie de l'histoire de la musique qui, donc, en l'espace d'une trentaine d'années, puisqu'il est mort à 32 ans, très précisément, il est né en 1759, mort en 1791, et donc, en l'espace d'une trentaine d'années, il a créé une des sommes les plus importantes de l'histoire de la musique. Il a abordé avec bonheur tous les genres, que ce soit le genre religieux, le genre symphonique, le genre concertant, la musique de chambre, la musique de divertissement, et puis également, il a écrit bien sûr pour le théâtre, pour l'opéra, une vingtaine d'opéras, dont de grands chefs-d'œuvre, que ce soit Les Noces, justement, que ce soit Don Giovanni, que ce soit Così fan tutte, que ce soit La Flûte enchantée, Idoménée, La Clémence de Titus, qui est un opéra qui a été remis au goût du jour il y a quelques décennies, mais qui est également un chef-d'œuvre de Mozart. Voilà. Donc, une vingtaine d'opéras, et parmi ces opéras, de très grands chefs-d'œuvre, dont Les Noces de Figaro, dont on va parler ce soir. Alors, ce qui est intéressant sur Les Noces de Figaro, la jeunesse des noces, c'est que Mozart, en fait, il faut savoir que pendant très longtemps, il a été sous la protection à Salzbourg de Colloredo, l'archevêque Colloredo. Et puis, un jour, il décide de voler de ses propres ailes, et puis il va s'installer à Vienne. Et nous sommes en 1785, et ça fait à peu près 5 ans que Mozart est installé à Vienne. Et il se trouve, aussi étrange que ça puisse paraître, que c'est un compositeur qui est plutôt réputé, qui est surtout réputé pour sa musique instrumentale. Il n'a créé en 5 ans qu'un opéra, qui est L'Enlèvement au sérail. C'est tout. Et donc, il a la réputation d'être un grand compositeur de musique instrumentale, mais pas forcément la réputation d'être un grand compositeur d'opéra. Et c'est dans ce contexte que va être créé Les Noces de Figaro. Alors, plus précisément, il faut parler d'un homme qui va beaucoup compter dans la carrière de Mozart, qui est Emmanuel Schikaneder. Emmanuel Schikaneder, ça va être le futur librettiste de La Flûte enchantée. C'était un impresario, c'était un homme de théâtre, un directeur de théâtre, et il se trouve qu'Emmanuel Schikaneder, en 1785, décide de monter au théâtre une pièce de Pierre-Augustin Caron au Beaumarchais qui vient d'être créée à Paris, qui s'appelle Le mariage de Figaro, qui a fait énormément parler d'elle, parce que c'est une pièce qu'on peut qualifier de politique, de pré-révolutionnaire, de subversive, et donc elle a obtenu un très grand succès à Paris. Et donc Schikaneder décide de monter la pièce de Beaumarchais. Le problème, c'est que le 4 février 1785, la censure viennoise tombe. Il ne peut pas monter la pièce de Beaumarchais. La pièce peut être traduite en allemand, mais elle ne peut pas être montée en spectacle, c'est-à-dire elle ne peut pas être créée sur scène. Et c'est dans ce contexte que Mozart va entendre parler de cette affaire, il a entendu parler lui-même de la pièce de Beaumarchais, et il va donc avoir l'idée de faire de cette pièce de Beaumarchais un opéra, malgré le contexte et malgré la censure. Et donc, il va se rapprocher d'un librettiste qu'il a rencontré 2 ans auparavant, qui s'appelle Lorenzo da Ponte, qui est italien, qui est d'origine vénitienne, et il va lui confier le soin d'adapter la pièce de Beaumarchais. Mais pour ça, Lorenzo da Ponte doit obtenir la permission de Joseph II, roi de Joseph II, de l'empereur Joseph II. Et donc, il va voir Joseph II, et ça, il l'écrit dans ses mémoires, parce que Lorenzo da Ponte a écrit des mémoires, alors qu'ils sont souvent sujets à caution, il y a quelques éléments qui sont sujets à caution, et là, il raconte l'entrevue qu'il a eue avec Joseph II, et dans le cadre de cette entrevue, il convainc Joseph II, d'accepter que Da Ponte adapte la pièce de Beaumarchais, malgré son caractère subversif, en promettant qu'il va supprimer tous les éléments politiques, enfin voilà, tout ce qui peut prêter en quelque sorte à caution, en tout cas qui pourrait entraîner l'interdiction du spectacle. Et puis, deuxièmement, il convainc également Joseph II d'accepter que ce soit Mozart qui écrive l'opéra. Il obtient l'accord de Joseph II et le projet se monte extrêmement rapidement, puisque entre octobre 1785 et avril 1786, le livret est écrit et la partition de Mozart est également écrite. Alors, il se trouve que Lorenzo da Ponte, dans ses mémoires, prétend que Mozart a écrit l'œuvre en 6 semaines.
information qui prête à caution. Pourquoi? Parce que ce que l'on sait, c'est que dans la période pendant laquelle Mozart a travaillé sur les Noces de Figaro, c'est-à-dire entre octobre 1785 et avril 1786, il a eu le temps d'écrire un Singspiel en un acte, directeur de théâtre. Il a eu le temps également d'écrire 2 concertos pour piano, le numéro 23 et le numéro 24. Donc, on imagine bien que la partition des Noces de Figaro a pris un peu plus de temps que les 6 semaines dont parle Lorenzo da Ponte dans ses mémoires. Quoi qu'il en soit, l'œuvre est créée le 1er mai 1786 au Burgtheater de Vienne, avec un succès, un très beau succès, pas un succès retentissant, mais un beau succès. Et ensuite, il va y avoir à peu près 9 représentations pour être exact, jusqu'en décembre 1786. Et puis, l'œuvre va quitter l'affiche. Pourquoi elle va quitter l'affiche? Parce qu'à l'époque, Joseph II avait de très nombreux compositeurs à sa cour et que, pour montrer que Vienne était une capitale musicale, il faisait jouer la concurrence entre ces différents compositeurs, entre Salieri, qui était le compositeur officiel de la cour, Paisiello, Cimarosa, Sarti, Martini Soler. Et il se trouve justement que les Noces de Figaro sont chassées de l'affiche par un opéra de Martini Soler qui s'appelle Una cosa rara. Mais il se trouve que le destin des Noces de Figaro ne s'arrête pas là. Parce que quelques semaines plus tard, Prague fait jouer les Noces de Figaro. C'est-à-dire que les Noces de Figaro sont données à Prague. Et là, l'œuvre va connaître un succès absolument retentissant. Et c'est ce succès-là, le succès pragois, qui va faire, si je puis dire, la fortune des Noces, c'est-à-dire faire en sorte que les Noces s'installent durablement au répertoire et deviennent le chef-d'œuvre que l'on sait, c'est-à-dire le chef-d'œuvre universel joué partout dans le monde et de façon extrêmement régulière. Donc c'est vraiment le succès pragois, pas le succès viennois, qui va faire la renommée des Noces de Figaro. Alors, de quoi ça parle? De quoi parlent les Noces de Figaro? Que Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais a écrit avant les Noces, le mariage de Figaro, il avait écrit une pièce qui s'appelait Le Barbier de Séville. Et en fait, on retrouve dans les Noces de Figaro quelques personnages, le mariage de Figaro, quelques personnages que l'on avait déjà rencontrés dans Le Barbier de Séville, qui deviendra l'opéra que l'on sait de Rossini. On retrouve notamment le comte, Almaviva, on retrouve la comtesse, l'ancienne Rosine, qui est devenue la comtesse, qui s'est mariée avec Almaviva, et puis on va retrouver également le personnage de Bartolo, qui est médecin, qui était le tuteur de Rosine. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes au château Almaviva, et Figaro et Suzanne, l'un est le valet du comte et Suzanne est la camériste de la comtesse, donc vont se marier, ils préparent leurs noces. Et le comte ne l'entend pas, qui est un séducteur impénitent, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire jouer une sorte de droit de cuissage, même s'il l'a aboli dans son château, mais en sous-main, il veut faire jouer son droit de cuissage auprès de Suzanne. Il veut séduire Suzanne, il veut pousser Suzanne, il veut la pousser dans ses bras. Et Suzanne, bien sûr, ne l'entend pas de cette oreille. Et il va trouver en Marceline, qui est la gouvernante donc de Bartolo, une alliée objective parce que Marceline, en fait, prétend que Figaro lui a fait une promesse de mariage dans le cadre d'une reconnaissance de dette. Et donc, Marceline veut absolument faire jouer ça pour obtenir la main de Figaro. Mais face à ce camp-là, il y a le camp de Figaro et de Suzanne, et notamment celui de la comtesse, puisque la comtesse va défendre les intérêts de Figaro et de Suzanne, et notamment parce qu'elle veut jouer un tour à son mari, et notamment lui faire passer l'envie du libertinage. Et donc, avec Suzanne notamment, elles vont monter un stratagème, une lettre reçue par le comte prétendument de Suzanne avec un rendez-vous nocturne, et bien évidemment, lors de ce rendez-vous, c'est la comtesse qui est présente à ce rendez-vous, et non pas Suzanne. Et donc, le comte sera amené à s'excuser auprès de la comtesse et à revenir à de meilleurs sentiments. Et donc, tout se termine après des rebondissements, des déguisements, des faux semblants, des coups de théâtre. Tout se termine, les couples s'accordent et tout finit dans le mariage et le pardon. D'autant plus que nous avons appris que Marceline, qui prétendait à la main de Figaro, n'est autre que la mère
de Figaro, puisque en fait, à la naissance donc, de Figaro, elle a perdu de vue son fils a été enlevé et elle l'avait perdu de vue. Et on retrouve d'une certaine façon ce genre de rebondissement que l'on connaît notamment dans les pièces de Molière. Mais en tout cas, tout se termine, bien sûr, tout s'accorde et tout finit donc dans le mariage et dans le pardon. Voilà en gros, rapidement brossé, la trame donc, des noces de Figaro, avec toutes les péripéties. Bien sûr, viennent se rajouter toutes les péripéties que l'on sait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le livret? D'abord, avant de parler de la partition de Mozart, qu'est-ce qu'on peut dire sur le livret Da Ponte, mais aussi sur le livret de Mozart, puisqu'on sait que Mozart et Da Ponte travaillaient en étroite collaboration. D'abord, il faut rappeler que la pièce de Beaumarchais, c'est une pièce qui est fort longue. Elle met en scène 16 personnages, il y a 5 actes, il y a des monologues qui sont aux proportions inédites, il y a de nombreuses péripéties, il y a des temps forts, mais il y a quelques temps faibles, notamment il y a toute une scène de procès à l'acte 3 qui est assez longue. Donc qu'est-ce que va faire Lorenzo da Ponte? Eh bien, il va tout simplement élaguer. Il va réduire le nombre d'actes, 5 à 4 actes, il va réduire le nombre de personnages, de 16 à 11 personnages, et il va faire preuve d'un esprit de concision tout à fait remarquable. C'est ce qui fait justement, c'est l'une des grandes forces du livret des noces de Figaro. Alors, il va essayer aussi de contourner la censure, il va supprimer tous les éléments qui sont un peu à dimension politique, beaucoup trop subversifs, mais il va quand même retenir la dimension de la satire sociale. Très habilement, il retient la satire sociale, et cette satire sociale, on la retrouve notamment dans un des airs de Figaro, le premier air de Figaro au premier acte, qui s'appelle « Se vuol ballare ». Et dans « Se vuol ballare », qu'est-ce que dit Figaro? Je précise, voilà l'air de Figaro, il dit « S'il veut danser, monsieur le comte, de la guitare, je lui jouerai. S'il veut venir à mon école, la cabriole, je lui enseignerai. Je saurai, mais doucement. En dissimulant, je pourrais mieux découvrir tout le mystère, en maniant la ruse, en adoptant la ruse, ici une pique, là une plaisanterie, toutes ces machinations, je renverserai, s'il veut danser, etc., etc., etc. » Donc, on voit que l'air de Figaro est habilement subversif et révélateur d'un nouveau rapport de force entre maître et valet. Et ça n'est pas un hasard si cet air de Figaro est présent, parce que cela fait écho à ce que notamment Mozart a vécu dans sa jeunesse. Très intéressant de découvrir que Mozart, en fait, du temps où il était avec Colloredo, il a été parfois maltraité par les puissants, par certains hauts personnages. Et alors, il a été chassé notamment par Colloredo, il y a eu un divorce entre Colloredo et lui, et il a été chassé à coups de pied dans les fesses, comme on dit, par le comte Arco, qui était le chef des cuisiniers et également le supérieur immédiat de Mozart. Et c'est très intéressant parce que dans une lettre que Mozart adresse à son père, qui date du 20 juin 1781, on sait que Mozart et son père entretenaient une relation épistolaire qui était très fournie. Et dans une lettre du 20 juin 1781, que dit Mozart à son père? Il dit « Au sujet d'Arco, je n'ai qu'à écouter ma raison et mon cœur, et n'ai donc pas besoin d'être un noble ou une personne de qualité pour faire ce qui est juste et bon, ce qui n'est ni trop ni trop peu. Le cœur ennoblit l'homme, et même si je ne suis pas comte, j'ai peut-être plus d'honneur au corps que bien des comtes, et valet ou comte, du moment qu'il m'insulte, c'est une canaille. Je lui assurerai par écrit qu'il recevra sûrement de ma part un coup de pied au cul et en plus quelques soufflets. Car si quelqu'un m'outrage, je dois me venger. Si je ne lui rends pas plus qu'il ne m'a infligé, ce n'est qu'une rétorsion, pas une punition. En outre, je me mettrai alors à son niveau, et là, je suis vraiment trop fier pour me comparer à un tel imbécile. » Voilà la lettre qu'adresse Mozart donc à son père et qui donc renvoie véritablement quelques années plus tard dans cette diatribe, si je puis dire, de Figaro, ou dans cette ère de Figaro, on voit se dresser Mozart face à Arco. Alors, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que si Lorenzo da Ponte et Mozart, d'une certaine façon, ne sont pas entièrement fidèles donc à Beaumarchais, comme je l'ai dit, les éléments sont élagués, des péripéties sont supprimées, des personnages, etc., on retrouve quand même profondément l'esprit de la pièce. C'est-à-dire tout simplement cette pétulante comédie d'intrigue, cette comédie de mœurs, cette comédie de caractère qui puise aux sources de la commedia dell'arte, mais d'une commedia dell'arte révisée par Molière et avec son rythme trépidant, avec ses conflits de classe, ses quiproquos, ses péripéties en cascade, ses coups de théâtre, ses rebondissements, ses déguisements, ses identités échangées.
tous ces éléments-là, qui sont consubstantiels à la pièce de Beaumarchais, se retrouvent dans le théâtre de Da Ponte et le théâtre de Mozart. Donc, on est bien dans l'esprit, on est vraiment au cœur de l'esprit de la pièce de Pierre-Augustin Caron-Beaumarchais. Côté musical, eh ben, il est logique que Mozart choisisse une forme opératique qui est idéale, qui est en fonction du sujet de Beaumarchais. Et comme c'est une comédie, eh ben, Mozart va choisir la forme de ce que l'on appelle l'opéra buffa. Alors, c'est quoi l'opéra buffa? Il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle, avant, on avait deux formes opératiques qui étaient majeures, qui dominaient. On avait la forme de l'opéra seria, qui était une forme de l'opéra de cour, avec des sujets qui étaient souvent dramatiques, des sujets tragiques, des sujets sérieux, qui s'adressaient souvent à l'aristocratie. Et puis, on a l'opéra buffa, qui est un opéra beaucoup plus populaire, autour généralement d'un sujet qui est un sujet comique, avec... Il peut y avoir des éléments sentimentaux et dramatiques, mais la dominante est une dominante comique. Et puis, on a également des mélanges, c'est ça qui fait l'originalité de l'opéra buffa, mélange de milieux sociaux. Il y a une porosité entre, d'un côté, les aristocrates, les gens du peuple, etc. Tout ça se mélange allègrement. Ça, c'est l'esprit de l'opéra buffa. Et puis, on a également la forme de l'opéra buffa qui est très codifiée. C'est-à-dire qu'on retrouve succession classique de récitatifs, c'est-à-dire du parler chanté, soit accompagné au clavecin, soit accompagné à l'orchestre, d'airs, il y a de nombreux airs bien sûr écrits par Mozart, des ensembles, soit des duos, des trios, on va même jusqu'au septuor, on passe par le sextuor et on va jusqu'au septuor. On a la présence du chœur, et puis on a ce qui fait la spécificité de l'opéra buffa et qui est génial dans les Noces de Figaro, ce sont ces fameux finales, le final du deuxième acte et le final du quatrième acte, mais surtout le final du deuxième acte, où il y a un enchaînement de péripéties tout à fait prodigieux, un rythme imprimé par le théâtre de Da Ponte et la musique de Mozart qui fait qu'on en perd le souffle d'une certaine façon et on va jusqu'au dénouement de cet acte. Et cet enchaînement de situations, cette unité dramatico-musicale est peut-être la plus grande réussite des Noces de Figaro, incontestablement. Ce final du deuxième acte. Alors, ce qui fait également la force, ce qui fait essentiellement la force des Noces de Figaro, c'est quoi? Bien sûr, le génie théâtral de Lorenzo da Ponte, son génie théâtral, le caractère poétique de son théâtre, et puis la musique de Mozart. Mais la musique de Mozart associée au théâtre de Da Ponte. C'est-à-dire ce qui fait la grandeur des Noces, et ce qui fera également la grandeur aussi de Don Giovanni et de Così fan tutte, c'est l'interpénétration des deux. C'est-à-dire cette capacité que les deux hommes ont de dialoguer, le théâtre et la musique dialoguent en permanence. Ça, c'est tout à fait prodigieux. Il y a une unité entre les deux, entre le théâtre et la musique, ce qui fait qu'on a un sentiment d'authenticité, on a un sentiment de vérité en permanence, de fluidité, parce qu'il y a un véritable dialogue, et on a donc un théâtre qui est un théâtre poétique, qui est un théâtre vivant, un théâtre authentique, d'une puissance suggestive et d'une portée exceptionnelle, et également d'une portée universelle. Le génie des Noces, le génie de l'association Mozart-Da Ponte, c'est le dialogue permanent entre le mot et la note. Et d'ailleurs, je citerai Gustavo Dudamel, le chef d'orchestre qui dirigera justement, qui est directeur musical de l'Opéra de Paris et qui dirigera les Noces. Voilà ce qu'il dit très précisément. Il dit « Les mots deviennent musique et la musique devient parole. » Et cette symbiose parfaite confère naturelle, profondeur et transparence à l'œuvre de Mozart et de Da Ponte. Eh bien oui, c'est véritablement ça. C'est cette interpénétration des deux, c'est ce dialogue des deux. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a le génie musical de Mozart, c'est-à-dire son sens de la modulation, c'est-à-dire cette capacité qu'il a à passer d'une tonalité à une autre de façon très naturelle, très subtile, pour donner justement ce sentiment de la continuité dramatico-musicale, le sens aussi du développement thématique, de l'évolution thématique, le sens du rythme. On est dans une folle journée et Mozart et Da Ponte ont ce sens du rythme, le sens de la mélodie, le sens de l'harmonie, la souveraine maîtrise de l'orchestration et notamment le sens de la coloration instrumentale, c'est-à-dire le sens de, on attribue un instrument spécifique à chaque personnage pour le caractériser psychologiquement. Tous ces éléments-là, et puis bien sûr le sens de la caractérisation vocale, font le génie de Mozart et font la grandeur des Noces de Figaro et permettent à Mozart de transcender les conventions du genre de l'opéra seria pour en faire d'une certaine façon un genre universel ou un opéra universel. Voilà. Donc
Tous ces éléments-là sont au service du théâtre. En fait, le génie de Mozart et de Da Ponte, c'est que ce ne sont pas des faiseurs, ce ne sont pas des gens qui font, ce sont des gens qui veulent exprimer, ce sont des gens qui font du théâtre. Je ne fais pas pour faire, mais je fais pour dire, je fais pour faire ressentir. Et plus je suis simple, plus j'accède à des moyens simples, plus je touche le cœur des gens, le cœur des auditeurs, parce qu'il y a une immédiateté, il y a une perception immédiate des personnages, de leurs sentiments, de leurs états d'âme, etc. C'est ça la grande force de Mozart et la grande force de Da Ponte. Alors, j'insiste beaucoup sur la caractérisation vocale. Pourquoi? Parce qu'on est à l'opéra, on est au théâtre, mais on est à l'opéra avant tout. Et donc, l'émotion passe par l'orchestre, mais elle passe aussi par la voix. Et le grand génie de Mozart, c'est ce sens de la caractérisation vocale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, à travers la distribution des tessitures, l'habileté de la distribution des tessitures, soprane, baryton, etc., mais aussi par les motifs qu'il écrit pour les personnages, par la subtilité avec laquelle les personnages vont interpréter les airs, les ensembles écrits par Mozart, eh bien, on arrive à savoir qui sont ces personnages, c'est-à-dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Donc, toute la palette de sentiments est évoquée chez Mozart, qui va tout simplement de la colère à la mélancolie amoureuse, en passant par l'orgueil, la jalousie, le désir ou la vengeance. Les émotions, la palette de sentiments, mais aussi cette capacité qu'a Mozart de définir, de caractériser tout simplement l'origine des personnages. Que ce soit un homme ou une femme, il ne va pas écrire pour la voix de la même manière. Que ce soit un personnage du peuple ou que ce soit un aristocrate, il ne va pas écrire de la même façon. Donc en fonction du sexe, en fonction de l'âge, etc. Tous ces éléments-là, Mozart les prend en compte pour caractériser de façon optimale ces personnages. Et c'est en cela qu'ils sont authentiques et qu'ils sont vrais. Je prends un exemple qui est une comparaison entre la comtesse et Chérubin. Bon, deux personnages essentiels, puisque Mozart écrit pour ces deux personnages deux airs qui sont passés dans la mémoire collective. Pourquoi ces deux personnages se font écho d'une certaine façon ou sont complémentaires? Parce qu'en fait, ils évoquent deux états amoureux. C'est-à-dire que la comtesse est une femme qui a une certaine maturité affective, qui est revenue de beaucoup de choses, compte tenu notamment du comportement de son mari. Donc, il y a ce recul nécessaire, cette élégance, cette distanciation, cette mélancolie, cette nostalgie. Je le répète, elle est revenue de beaucoup de choses. Alors que de l'autre côté, Chérubin, qui est plus jeune, il a la passion pour lui, il est amoureux de l'amour, il a ce côté jouvenceau, ce côté presque papillon de l'amour. Il va butiner, ou abeille de l'amour, il va butiner en permanence sans véritablement pouvoir se fixer. Et d'une certaine façon, le personnage de Chérubin préfigure le personnage de Don Giovanni. Même le personnage du comte préfigure le personnage de Don Giovanni. Donc on voit bien qu'en fonction du profil, l'âge, c'est-à-dire Chérubin est plus jeune que la comtesse, en fonction du sexe aussi, on n'est pas dans le même tempérament, on n'est pas dans la même façon dont Mozart restitue musicalement justement le profil des deux personnages. On est dans deux portraits musicaux différents. Et ça, c'est garant de l'authenticité, d'une vérité des sentiments, d'une vérité des personnages. C'est absolument fondamental. Voilà, c'est ça, en gros, le génie de Mozart. Et pour clôturer ce que je voulais dire sur la musique et sur le livret, je pense que ce que l'on peut souligner aussi, c'est que les Noces de Figaro préfigurent Don Giovanni et Così fan tutte. C'est-à-dire que ça n'est pas un hasard si finalement Da Ponte et Mozart écrivent trois opéras ensemble, on est dans un cycle. Parce que tout simplement, quand on regarde bien les thèmes qui sont abordés dans les Noces de Figaro, par le mélange des genres, à la fois comique et sentimental, par sa puissance finalement affective, érotique, et l'expression des sentiments versatiles qui confinent au marivaudage, on a en gestation, d'une certaine façon, ou en substance, en germe, on a Don Giovanni, et puis on a ensuite Così pour le libertinage. Voilà. Donc, tous les éléments dans les noces, les noces contiennent en germe ce que sera Don Giovanni et ce que sera Così. Voilà. Donc, il y avait une logique, d'une certaine façon, pour Mozart et Da Ponte à écrire ensemble ces trois opéras qui se font écho ou qui dialoguent au niveau des thématiques. Voilà ce que je pense qu'on pouvait dire rapidement des noces. Alors, juste aussi apporter quelques commentaires, ou en tout cas quelques citations de grands auteurs, que ce soit des écrivains ou que ce soit des compositeurs, qui étaient admiratifs des Noces de Figaro de Mozart. J'en cite trois.
D'abord, je citerai Wagner, qui était un grand admirateur de Mozart, et qui dit la chose suivante: jamais la musique n'a atteint une plus infinie richesse d'individualité, jamais elle n'a reçu le pouvoir de caractériser avec autant de sûreté et de justesse, avec une aussi débordante plénitude. Qu'est-ce que dit Stendhal, lui, à propos des noces? L'opéra de Mozart est un mélange sublime d'esprit et de mélancolie, tel qu'il ne s'en trouve pas un second exemple. La peinture des sentiments tristes et tendres peut quelquefois tomber dans l'ennuyeux. Ici, l'esprit piquant du comique français qui brille dans toutes les situations repousse bien loin le seul défaut possible du genre. Et enfin Brahms, qui disait la chose suivante: selon moi, chaque morceau de Figaro est un miracle. Cela me dépasse totalement que quelqu'un ait pu créer quelque chose d'aussi parfait. Personne, même Beethoven, n'a jamais fait mieux. Voilà, je pense que c'est un très bel hommage de Brahms à Mozart et à ses noces de Figaro. Voilà, avant de parler de la production en tant que telle, de Nettia Jones, de la distribution et de vous passer un extrait, est-ce que vous avez des questions, des remarques concernant ce que je vous ai présenté? Alors, je n'ai pas de questions ni de remarques. Peut-être une précision supplémentaire ou un commentaire supplémentaire sur le fait que Mozart représente un véritable microcosme de la société. C'est-à-dire qu'on a effectivement tous les aspects, au-delà de l'aspect du genre dont on a parlé, tous les aspects sociaux. On a le jardinier, on a la camériste, on a le comte, enfin, on a l'aristocratie, et on voit tous les locaux. On voit également tous les locaux. On voit le local de la chambre simple de la camériste. On voit la chambre de la comtesse, qui est très, comment dire, qui est très riche, mais qui vient en contraste de la pauvreté, je dirais, de son amour, ou plus évidemment de l'amour reçu. Et donc, on passe les 3 premiers actes sur l'intérieur pour terminer sur l'extérieur. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, il y a 25 000 lectures de cette œuvre d'une extraordinaire richesse. Vous avez présenté une lecture, enfin plusieurs lectures, en fait, plusieurs pistes, mais c'est pour les autres. Je pense qu'il y a différentes façons de regarder cette pièce, et je pense que vous en parlerez tout à l'heure dans la mise en scène. Et de ce fait-là, les mises en scène sont toutes un peu différentes, ou peuvent être un peu différentes, parce que précisément, il y a différentes façons d'entrer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de Vol-Ballard, et bon, quelque part, c'est intéressant parce que c'est chanté sur l'air du menuet. Bon, et le menuet, c'est la danse aristocratique par excellence, mais c'est tourné en dérision. Et un peu plus tard, on verra, on a un fandango, alors que le fandango, bon, quelque part, c'est une musique populaire, mais là, c'est fait d'une manière très, très sérieuse. Enfin, voilà. Donc, il y a des clins d'œil qui se font partout, des entrées qui sont faites partout. Et autre chose, simplement pour illustration, et je vous repasse la parole tout de suite après, autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous avez parlé très justement des voix qui s'entremêlent et des instruments qui s'entremêlent. Et parfois, vous avez des choses amusantes. Par exemple, quand on parle de temps en temps du conte, eh bien, ce sont les corps. Juste à ce moment-là qu'il y a ça. Alors, en allemand, le corps, c'est le horn. C'est corps et cocu, c'est pareil. Bon, voilà. Voilà. Et donc, on voit bien un certain nombre de choses qui sont amusantes, où la musique fait un clin d'œil, la musique répond, et la musique donne les sentiments, c'est le propre de l'opéra, donne les sentiments que les paroles qui peuvent aller soit dans le sens de la parole, soit au contraire de la parole. Je pense vraiment à la personne au-delà des paroles qu'elle dit. Voilà, c'était simplement quelques précisions sur ce que vous avez dit qui était remarquable. Mais c'est d'ailleurs en ça qu'il y a une véritable complémentarité entre la musique de Mozart et le théâtre de Da Ponte. C'est ça, c'est-à-dire une complémentarité. Et d'ailleurs, on retrouve cet aspect souvent à l'opéra, mais notamment ce qui était extraordinaire, ça me fait penser Wagner, qui était justement un grand admirateur de Mozart, va beaucoup travailler à ça, typiquement dans Tristan et Isolde. Le génie de Tristan et Isolde, finalement, c'est de dire la musique dit d'une certaine façon complète, dit parfois le contraire de ce que les personnages
personnages disent. C'est-à-dire, en gros, les personnages, c'est vraiment une parenthèse, hein, mais par exemple, Tristan et Isolde ne cessent de dire, de se méfier en quelque sorte de leurs sentiments en disant nous ne pourrons jamais nous accomplir dans le jour, il faut attendre la nuit pour pouvoir véritablement, il faut notamment attendre la mort pour pouvoir trouver le bonheur et l'éternité de l'amour. Et puis, en même temps, la musique de Wagner est une musique extrêmement sensuelle et qui vient en quelque sorte décrire d'une certaine façon le subconscient des personnages. C'est-à-dire, on n'ose pas se toucher, l'amour est interdit, mais la musique de Wagner souligne d'une certaine façon la sensualité des rapports entre les deux personnages. Et ben voilà, ces sous-textes-là, en quelque sorte, et ben c'est vrai qu'on le retrouve dans les Noces de Figaro. Car il y a une façon aussi, la musique de Mozart, pour contourner aussi d'une certaine façon la censure, puisqu'on a parlé de censure et de la difficulté qu'il y avait eu de monter l'œuvre, et ben d'une certaine façon, les clins d'œil de Mozart, vous avez tout à fait raison de le souligner, et les clins d'œil de Da Ponte permettent de dire des choses tout en ne donnant pas le sentiment qu'ils les disent. Voilà, c'est très juste. C'est une pièce, d'une certaine façon, c'est une œuvre qui est très codée, comme le sera d'ailleurs typiquement une œuvre comme La Flûte enchantée. Il y a différents degrés de lecture de La Flûte enchantée aussi. Ce sont des œuvres qui sont très codées. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres, avant qu'on parle de la production en tant que telle? Apparemment pas. Je pense que vous pouvez parler de la production. D'accord. Très bien, parfait. Alors, donc nous allons parler de la mise en scène de Nettia Jones. Donc, Nettia Jones, rappelez que c'est une artiste britannique qui est en même temps designer, qui est vidéaste. Tous les spectacles de Nettia Jones contiennent beaucoup de vidéos. Hein. C'est une vidéaste. Et en fait, elle fait ses débuts à l'Opéra national de Paris. C'est la production qu'elle monte pour l'Opéra de Paris. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite dire d'une certaine façon, Nettia Jones? D'abord, elle souhaite renouer s'appuyer sur le théâtre de Beaumarchais. C'est-à-dire que, certes, il y a le livret de Lorenzo da Ponte, mais elle souhaite aller puiser dans la puissance théâtrale et subversive de l'œuvre de Beaumarchais, qui était très ancrée dans son époque, qui avait une dimension, comme je l'ai déjà dit, pré-révolutionnaire. Et elle dit surtout que ce qui est intéressant dans le théâtre de Beaumarchais, c'est ce qu'elle appelle la zone grise entre réalité et fiction, d'une certaine façon. On ne sait jamais véritablement où on est dans le théâtre de Beaumarchais. Et donc, elle souhaite s'appuyer sur ce qu'elle appelle cette zone grise entre réalité et fiction pour monter son spectacle. Et donc, la conséquence est très simple, c'est qu'elle va utiliser un procédé que de nombreux metteurs en scène ont utilisé, notamment Robert Carsen, c'est le théâtre dans le théâtre. Le principe du théâtre, la conception pirandélienne du théâtre. À savoir que nous sommes de nos jours au Palais Garnier et nous assistons aux préparatifs d'une production des Noces de Figaro qui va se monter au Palais Garnier. Et donc, l'idée de Nettia Jones, c'est de transposer toutes les situations du livret dans les coulisses, que ce soit les loges, studios de répétition, magasins de costumes du Palais Garnier pour montrer un théâtre en ordre de marche. Donc, du coup, le comte et la comtesse sont des chanteurs qui vont interpréter la représentation des noces. Mais on va également avoir toute une galerie de personnages hauts en couleur qui va mêler chanteurs, danseurs, perruquiers, professeurs de chant, costumiers, etc. Tous les métiers, en quelque sorte, du théâtre vont évoluer sous nos yeux. Voilà. Donc, on va voir un théâtre en ordre de marche. Donc, la grande gageure, si je puis dire, de Nettia Jones, c'est d'arriver à ne pas trahir non seulement l'esprit du théâtre de Beaumarchais et aussi de Da Ponte, mais aussi de ne pas trahir les situations. C'est d'être capable de restituer, tout en transposant l'action dans les coulisses du Palais Garnier, de respecter les situations telles qu'elles sont décrites dans les didascalies du livret. Voilà. Donc, c'est un enjeu absolument majeur. Mais en tout cas, voilà le principe de la mise en scène de Nettia Jones. Alors, parce qu'on connaît déjà un peu, on a des images. Si vous allez sur le site internet de l'Opéra, vous verrez que dans la fiche des Noces de Figaro, dans Galerie, vous avez une quarantaine de photos parce qu'il y a déjà eu la générale et il y a déjà eu la première. Donc, vous avez une quarantaine de photos qui vous donneront comme ça le visuel, l'esthétique de la mise en scène de Nettia Jones, qui est plutôt qualifiée d'élégante, de conventionnelle. Certains critiques ont qualifié la mise en scène de Nettia Jones de conventionnelle et de très carsénienne.
dans cet esprit justement d'élégance et de ce cas, puisque Carsten a utilisé notamment les ors du Palais Garnier pour sa merveilleuse mise en scène de Capriccio de Richard Strauss, et il avait également utilisé l'idée du théâtre dans le théâtre, dans sa mise en scène des contes d'Hoffmann. Donc voilà, donc la mise en scène de Demetria Jones, par son élégance en quelque sorte, est un peu qualifiée de mise en scène carstenienne. Voilà ce qu'on peut dire globalement de cet esprit, ou en tout cas des intentions de Demetria Jones. Donc, alors, je peux vous citer une critique que j'ai trouvée dans Forum Opéra. Voilà ce qu'on y dit. Alors, il y a un contresens, alors il faut le souligner, c'est que le critique n'a pas compris que, en fait, nous étions au Palais Garnier lors d'une répétition des Noces de Figaro. Voilà ce que dit le critique. Il dit, a priori, transposer l'action dans les coulisses d'un théâtre pendant les répétitions de la pièce de Beaumarchais, donc ce n'est pas le cas, ce n'est pas les coulisses d'un théâtre simple, c'est le Palais Garnier, et ce n'est pas les répétitions de la pièce de Beaumarchais, mais ce sont les Noces de Figaro de Mozart qui sont répétées, n'avait pourtant rien à contresens. Coiffeur et perruquier, profession somme toute assez voisine de celle du barbier qu'il exerça dans une autre vie, Figaro s'apprête à convoler avec Susanna, la couturière, mais se heurte aux agissements libidineux d'un acteur poursuivant de ses assiduités toutes les femmes qui ont le malheur de passer devant sa loge. Actrice, elle aussi, la comtesse Almaviva, dissipe son ennui en collectionnant les bouquets de fleurs, tandis qu'on ne sait pas vraiment qui est Chérubin, mais un ado reste un ado, donc va pour le survêtement rouge et la casquette. Si le théâtre dans le théâtre n'a rien de très novateur, il bénéficie en l'espèce d'une scénographie chic à la Robert Carsen, autre grand amateur du procédé. Voilà ce qu'on peut dire de la production de Demetria Jones. Alors, on peut parler maintenant rapidement. Donc, la direction musicale est assurée par notre directeur musical, Gustavo Dudamel, et la critique se rejoint pour dire que la direction de Dudamel est formidable, est remarquable, elle est très théâtrale, elle est vraiment dans l'esprit de Mozart et de Da Ponte. Donc là, le travail de Dudamel est salué quasi unanimement par les critiques qui sont déjà allés voir le spectacle. Et dans la distribution, nous avons en fait des Mozartiens chevronnés, que ce soit Peter Mattei, qui a déjà chanté dans Les Noces dans une précédente production que nous avions proposée en 2006, donc qui connaît par cœur le rôle du comte. Nous avons Maria Bankston, qui chantera le rôle de la comtesse, qui était déjà Donna Anna dans Don Giovanni en 2015, qui chantera en alternance avec Mia Persson. Nous avons Ying Fang, qui fera ses débuts à l'Opéra de Paris, qui est une soprane chinoise, qui chantera le rôle de Susanna. Nous avons Léa Desandré, dont on parle énormément en ce moment, qui est une mezzo franco-italienne et qui vient de sortir un album qui marche très très bien, qui s'appelle Amazon, autour des héroïnes du baroque. Donc c'est vraiment une artiste formidable et elle chantera le rôle de Chérubin. Et nous avons dans le rôle de Figaro, la distribution vient de changer, ce sera Luca Pisaroni, qui sera donc Figaro. Alors, il connaît par cœur le rôle, puisqu'il a chanté chez nous en 2008, en 2010 et en 2012 dans des productions précédentes, donc il connaît très bien le personnage de Figaro. Et nous aurons notamment aussi dans le rôle de Marceline, Dorothea Rochman, qui était, pour la petite histoire, la comtesse des Noces de Figaro que nous avons donnée en 2011. Donc, elle passera du rôle de la comtesse au rôle de Marceline. Voilà. Donc, on a une distribution qui est rodée à ce répertoire d'Aponto mozartien, qui a déjà beaucoup abordé ce répertoire. Et ce sont des chanteurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des chanteurs en même temps qui sont des comédiens. Parce que c'est absolument capital. Dans Mozart, il faut chanter, mais il faut interpréter aussi, puisque nous avons parlé de l'importance du théâtre de Da Ponte. Donc, il faut être en même temps un interprète. Il faut être un interprète dans le sens plein du terme, c'est-à-dire respecter la ligne mozartienne, la ligne subtile, élégante de Mozart, et en même temps véritablement interpréter pour rendre pleinement justice au théâtre de Da Ponte. Et incontestablement, nous avons une distribution qui répond à cette exigence. Voilà, avant de vous passer, d'essayer de vous passer un extrait, je ne sais pas s'il passera, c'est un extrait audio. Est-ce que vous avez des questions sur la production de Demetria Jones? Vous avez des questions dans la salle, si je puis dire? Non? Est-ce que j'ai été clair sur les intentions de Demetria Jones? Alors, moi, j'ai compris, mais je ne sais pas si tout le monde si c'était suffisamment clair pour tout le monde.
on a bien vu effectivement, vous avez bien dit, comment dire, le lien avec Carsen. On voit bien effectivement le côté pyrrhandélien. J'ai lu aussi les mêmes critiques que vous, donc on voit bien l'aspect théâtre dans le théâtre. Bon, donc tout ça me paraît en tout cas conforme pour l'instant. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, on essaie clair, donc c'est bon. Voilà. Écoutez, je pense que vous pouvez peut-être effectivement continuer. Alors, donc là, je vais vous passer un extrait, voire deux. On peut passer 2 extraits s'il passe. Alors, c'est intéressant parce que si vous allez sur le site de l'Opéra, vous verrez qu'il y a non seulement des photos, des images, mais il y a également des extraits audio parce qu'il y a eu une captation qui a été faite de la Générale et donc on a la possibilité d'entendre des extraits de cette captation. Donc, j'ai choisi 2 extraits. Un premier extrait qui est de grand air de la comtesse Porgy Amor chanté par Maria Bengtsson et ensuite un des 2 grands airs de Chérubin interprété par Léa Desandré. Voilà. Alors, on essaie, on tente et vous me direz si l'extrait passe ou pas. Je vous demande 2 petites minutes, le temps que je puisse installer. Alors, vous me dites si vous entendez. Donc, l'air de la comtesse. Ça passe très très mal. Hein. Je crois que ça passe très mal et je continue. Je pense que ça passe très très mal. Enfin, je ne sais pas ce que je l'entends les uns et les autres, mais moi, j'avais l'impression d'entendre un 78 tours au fin fond de je ne sais pas où. Bon. On aura je répète, ces extraits sont des extraits que vous trouvez sur le site. Oui, je crois que si vous pouviez fermer, parce que je pense que quelque part, votre bande passante est vraiment très limitée. Et donc, je vous conseille de fermer votre partage parce que ça. Monsieur Nikouk, vous pourriez nous mettre le lien dans le chat, comme ça. Très bonne idée, oui. Très bonne idée. J'ai partagé tout. Voilà, vous arrêtez le partage, c'est bien. C'est bon, voilà. Non, c'est effectivement dommage parce que ça passe très très mal. Hein. Ah, très bien. Bon. Ça passe très mal et c'est un peu dommage pour tout. Quoi. Okay. Donc, je le répète, de toute façon, ces extraits sont sur le site de l'Opéra de Paris. Donc, vous les trouverez, si vous souhaitez aller les écouter, on les trouve dans la partie galerie du site. Voilà. Donc, du coup, je reste ouvert à vos questions, si vous en avez, sur les noces, sur éventuellement d'autres sujets que vous souhaitez aborder. Je vais ouvrir aux autres, les uns les autres. Je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce que vous avez des questions les uns ou les autres? Alors, remettez, voilà, écrivez-les. Non, voilà, on a donc Alessandra, vous avez eu la gentillesse de vous mettre le lien pour des enregistrements sonores, donc c'est parfait. Alors bon, moi j'ai une question. Alors, pourquoi avoir fait la trilogie d'Aponte en sens inverse? C'est une bonne question. Alors ça, pour le coup, il est possible que ce soit tout simplement une question de disponibilité. Alors, parce à quoi ça tient? Vous souhaitez peut-être donc distribuer des chanteurs, choisir un metteur en scène,
notamment, je pense typiquement que Stéphane Lissner voulait le Don Giovanni d'Ivo Vanov, puisqu'il avait déjà travaillé avec Ivo Vanov sur Boris Godunov et qu'il aimait beaucoup se mettre en scène. Donc peut-être qu'il n'était pas disponible à un moment où il souhaitait commencer sa trilogie. Et donc il a décidé de commencer par Cosi, et parce que Anne-Theresa de Kersmaker, la chorégraphe, était disponible et que c'était possible comme ça. Et puis ensuite, du coup, logiquement, il a remonté le cycle. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait une logique, j'allais dire, dramaturgique ou musicale. Je ne peux pas vous répondre dans l'absolu, mais je pense que c'est une question d'opportunité, de distribution, de choix de metteur en scène et de choix de distribution. Alors, peut-être que ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Donc, on voit quand on lit Beaumarchais, donc Beaumarchais a fait aussi une trilogie. Oui. La troisième pièce, c'est La Mère Courage, qu'on n'a pas retrouvée chez Pesard, qui n'a pas été reprise par Pesard, mais il n'avait pas pris non plus, il n'a pas fait le Barbier non plus. Mais on voit bien dans Beaumarchais, effectivement, la création de cette famille Almaviva et de la vie de cette famille Almaviva, depuis le Barbier et la jeune Rosine et le jeune comte. Ensuite, dans l'âge un peu plus, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, dans le cas des noces. Et puis, ensuite, on le retrouve alors soit chez Millot, soit chez Corneliano, les fantômes en français, les fantômes Ghost of Versailles, où on retrouve effectivement cette utilisation de Mère Courage qu'on ne trouve pas par ailleurs. Et donc, on voit bien qu'il y a une famille qui est un petit peu poursuivie, et donc, quelque part, on le retrouve dans l'opéra, pas toujours avec les mêmes compositeurs, mais c'est intéressant de suivre un petit peu cette histoire-là et de voir comment trois compositeurs différents ont traité, non pas le même sujet, mais trois aspects de la vie d'une famille, de cette famille Almaviva, dont on retrouve effectivement, comme dans une série, donc les principaux personnages se retrouvent dans les trois. Donc ça, c'était plus pour une incitation pour les uns et les autres d'aller regarder Corneliano et puis Millot. Alors Millot, ça ne se voit pas très souvent, ça sera plus audible qu'en vidéo, mais bon, voilà, ça c'est une petite incitation. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait encore revoir qui n'a pas été, enfin, plein de choses ont déjà été dites. Est-ce que vous avez des questions? Alors, voilà, on a parlé. C'est vrai que vos questions sur le fait d'avoir remonté le cycle en sens inverse, alors je ne vois pas si j'ai bien compris, vous avez parlé dans le cadre de alors il faudrait que je regarde la discussion. Oui. Vous avez parlé dans le cadre de la coloration instrumentale et d'association d'un instrument avec chaque personnage. Oui, tout à fait. Et par exemple, à un moment donné, vous avez, il y a un moment sur un air de la Comtesse, vous avez un hautbois absolument magnifique, et donc ce hautbois permet d'épouser en quelque sorte la psychologie, ou en tout cas l'émotion ou l'état d'âme de la comtesse à un moment ou à un autre. Donc on est dans cet art. Ça ne veut pas dire pour autant, parce qu'on le regarde bien dans les Noces de Figaro, que chaque personnage a un instrument spécifique. C'est l'art de la coloration, c'est juste l'idée que Mozart a cet art de choisir le bon instrument au bon moment, en fonction de la situation et en fonction du personnage. Et donc, que ce soit dans les Noces, on le retrouve d'ailleurs aussi dans Don Giovanni ou dans Così fan tutte. C'est l'art de la coloration, c'est ça, c'est l'instrument qu'il faut au bon moment pour souligner un sentiment spécifique, quel qu'il soit, une mélancolie, la colère. Voilà. Et Mozart a toujours ce choix juste de choisir le timbre instrumental, la couleur instrumentale qu'il faut pour donner la couleur du sentiment. Voilà. Donc peut-être que je me suis mal exprimé en disant que c'est chaque personnage avait son instrument spécifique. Non, c'est pas ça. C'est l'idée que la coloration instrumentale est choisie, il a le sens du choix de l'instrument au moment qu'il faut, en fonction de la situation et du profil du personnage. Voilà, c'est plutôt ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Je ne sais pas si j'ai été clair. Agnès? Je ne sais pas si vous avez eu la réponse à votre question. Non, je ne l'ai pas entendu, excusez-moi. Oui, très, très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Oui, il y a une captation, c'est exact. Alors, c'est une bonne question. Pourtant, j'ai vu la date passer. Je crois que c'était le 3 février, je me demande. 3 février. Oui, 3 février, c'est exact. Tout à fait, je vous le confirme. 3 février. 3 février. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, alors s'il y a d'autres questions, je vais reprendre la question. Ce qui est peut-être aussi intéressant dans l'œuvre, c'est qu'on voit bien qu'il y a deux camps. Il y a le clan des femmes avec Figaro, et puis de l'autre côté, il y a le clan un peu des bouffons avec le comte. Donc c'est quand même c'est l'aspect social dont on a parlé tout à l'heure. Il est quand même assez amusant. Enfin, je veux dire, on voit la comtesse qui se met plutôt du côté de Suzanne de Figaro. Et puis de l'autre côté, on a les bouffons du côté du comte, donc le jardinier, Basile. Bartholo et Basile. Voilà, Bartholo et Basile. Voilà. Basile, oui, qui est l'entremetteur, Basile, qui est l'entremetteur entre le comte d'ailleurs et Suzanne. Ouais. L'entremetteur. Mais oui, tout à fait. Mais en même temps, alors quand vous dites le camp des bouffons, oui et non, parce que ce qui est merveilleux chez Mozart et chez Da Ponte, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire, c'est le fait que, et c'est en ça que les personnages transpirent la vérité humaine. C'est en ça que les personnages de Mozart et de Da Ponte sont des personnages universels. C'est qu'ils ont cette complexité psychologique et sentimentale. Le comte, en fait, un bouffon. C'est en même temps un homme, vous savez, qui veut séduire, qui veut avoir encore le sentiment qu'il peut séduire. Donc, il a ce côté un peu comme ça, insatiable, qu'on retrouvera dans Don Giovanni. Et en même temps, c'est un homme qui est finalement extrêmement touchant, parce qu'il échoue dans toutes les endroits, parce que finalement, il échoue tout le temps. Il essaie de séduire Suzanne, mais il n'y arrivera pas. Son mariage avec la comtesse est un échec, en tout cas à cause justement de son libertinage incessant. Voilà. Donc, c'est un personnage qui est en même temps touchant, c'est un personnage qui est malhabile, et c'est un personnage surtout qui, au dernier acte, va être capable de contrition et de s'excuser. D'ailleurs, je pense que c'est un des plus beaux passages de la partition. J'adore ce moment où tout à coup, le comte s'excuse. Après toutes ces péripéties frénétiques, tout à coup, on a comme une suspension de l'action, et puis le comte qui demande pardon. Et donc, on voit bien l'ambiguïté du personnage, la complexité du personnage, et en même temps sa grandeur, parce que tout le monde n'est pas capable de faire amende honorable et de dire « pardon, excuse-moi, j'ai commis une faute et je m'en repens ». Donc, tous les personnages, en fait, ont une complexité, une forme de complexité. Il n'y a pas un camp et un autre, il y a une porosité entre les camps, et parce que voilà, les personnages sont faits d'une pâte humaine qui est complexe, parce que c'est tout simplement le genre humain qui est comme ça. Et je le répète, c'est ça qui fait que le théâtre de Mozart et de Da Ponte accède à l'universel, parce qu'il y a de l'authenticité, parce que ce ne sont pas des faiseurs, ce ne sont pas des gens qui essaient de faire de lécher, ce sont des gens qui essaient de toucher au plus profond, de comprendre plus profondément possible la nature humaine et sa complexité, son ambiguïté et sa versatilité aussi. Les personnages sont des personnages souvent versatiles, et tout ça est merveilleusement traduit. Donc pour moi, il n'y a pas de camp. Il y a des personnages qui ont une dimension un peu, oui, une comédie, puisqu'on est dans la comédie. Donc le conte est d'une certaine façon comique, mais malgré lui, parce que justement, il va être joué à la fin. Donc la comédie se joue contre lui, mais en même temps, il est touchant par son caractère malhabile et puis finalement par sa capacité à faire un monde honorable, je trouve. Alors, on a une question sur quels sont les chanteurs et les chanteuses les plus marquantes des productions des 20 dernières années. Oh là là. Voilà. Ça, je vous la laisse, celle-là. Alors, au-delà des 20 dernières années, excusez-moi, j'étendrai plutôt, parce que je vais choisir facilement, c'est qu'il y a une production absolument mythique des Noces de Figaro, c'était celle de Giorgio Strehler, qui a été créée dans les années 70 du temps de Rolf Liebermann, et qui a été donnée jusqu'à l'ère d'ailleurs Joël, puisqu'elle avait été remontée, les décors avaient été détruits à la demande de Gérard Mortier, et puis finalement ils sont allés chercher les décors qui étaient des copies de décors qui étaient à Milan, parce qu'on sait que Giorgio Strehler a été directeur du Piccolo Teatro de Milan, et donc du coup ils ont retrouvé
ils ont pu remonter les décors. Et là, pour le coup, des distributions mythiques des Noces de Figaro, il y en avait. Je pense notamment à José Van Damme dans le rôle de Figaro, qui était un merveilleux. Par exemple, Berganza dans le rôle dans le rôle de Chirubin. Enfin, voilà, ce sont des artistes comme ça absolument merveilleux. Mais je pense surtout à ces pointures-là de l'époque des années 70-80. Sur les 20 dernières années, là, comme ça, sur les Noces de Figaro, je dois reconnaître que j'ai pas ça m'a pas imprimé durablement ma mémoire. De bons artistes, de bons chanteurs, mais des chanteurs exceptionnels, c'est l'affaire des années 70-80, incontestablement. Hein. Hélas. Oui, c'est les versions Solti. Voilà, par exemple, la version Solti avec Lucia Pop, Samuel Ramet, Thierry Descanawa, Federica von Stade et Anke Rubino. Bon, c'est Rubino extraordinaire. Voilà, ce sont ces pointures-là de l'époque. Ouais. Après, on a de très bons chanteurs, mais des chanteurs exceptionnels. Même, Dieu sait si je suis un admirateur inconditionnel d'un chanteur comme Ludovic Tézier. Ludovic Tézier a chanté le rôle du comte dans la production justement de Strehler il y a quelques années. C'est un bon conte, si je puis dire, mais ça n'est pas un conte exceptionnel. Non. C'est clair. Bon. Je me souviens aussi, on avait eu une Barbara Fritoli qui avait chanté le rôle de la comtesse aussi, qui est venue chanter le rôle de la comtesse. Voilà. Mais moi, j'irai puiser pour des très grandes distributions des noces. J'irai puiser dans les grandes heures, j'allais dire viennoises, dans les grandes heures germaniques. J'irai chercher le merveilleux Chérubin, par exemple de Christa Ludwig, voilà, qui est absolument incomparable, le merveilleux Chérubin de Christa Ludwig. J'irai chercher Schwarzkopf, j'irai chercher Lisa de la Casa, j'irai chercher des chanteurs de cette dimension-là. Ouais, Elisabeth Söderström. Oui, bien sûr. Söderström. Mais Söderström, alors je la connais surtout dans le répertoire, là où elle est magnifique, c'est dans le répertoire de Janacek. Il y a d'immenses enregistrements avec Söderström dirigés par Makeras, notamment de mémoire de Katia Kabanova et de Yenoufa. Söderström est absolument magnifique. Voilà, donc beaucoup de choses. Donc beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si nous allons libérer notre présentateur qui nous scotche un peu, au bon sens du terme. Alors moi j'avais peut-être un dernier commentaire à faire, c'est-à-dire, je pense que les noces, c'est une merveilleuse illustration de l'opéra. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la pièce de Beaumarchais, bon, c'est très bien repris par Da Ponte, ça pourrait être une pièce de théâtre, parce que le livret est remarquable, mais quelque part, on voit effectivement avec la musique, ce que la musique apporte à la pièce de théâtre, tout un tas de choses que le théâtre, que les mots ne peuvent pas dire, et que le metteur en scène ne peut pas dire. Et je pense que c'est vraiment une des plus belles, enfin les noces, c'est vraiment pour moi une des plus belles illustrations et des plus simples. Enfin, il y a d'autres illustrations, mais une des plus simples et compréhensibles par tous, parce que c'est quand même un opéra pour tous. Là, on a fait une exégèse un peu complexe, etc., etc. Mais ça peut se lire au premier degré. Ça peut se lire, effectivement, ça va à toute allure. C'est vraiment une folle journée. Il y a des péripéties tout le temps. Les airs, contrairement au passé, les airs ne sont pas là pour exprimer des émotions, etc., et rien ne se passer, ou faire simplement, comme dans l'opéra Seria, quelques beaux airs et des reprises. Là, les airs continuent. Je veux dire, l'action continue. C'est une action continue. Bon. Et donc, on voit bien que Les Noces de Figaro est un bel exemple de la supérieure, enfin, non pas la supériorité, mais de ce qu'apporte en plus la musique, c'est-à-dire effectivement la subtilité, les émotions, que l'on ne retrouve pas exactement dans le théâtre. Vous avez raison, mais je dirais quand même là-dessus que, comme je le disais tout à l'heure, ce que disait Dudamel et qui est très juste, c'est les mots deviennent musique, donc la musique des mots, etc. C'est que ce qui fait la grandeur des Noces de Figaro et du théâtre Mozart da Ponte, c'est que la musique de Mozart est un prolongement du texte, si je puis dire, de da Ponte, mais c'est l'unité des deux, la complémentarité des deux qui fait la réussite. C'est-à-dire que la musique, parfois, peut être un prolongement du texte, et on le retrouve dans de très nombreux opéras, sans pour autant qu'on ait le sentiment d'une pleine authenticité, d'un tel naturel. Le génie de Mozart, c'est de mettre en musique les mots de da Ponte, de les mettre en musique, de leur donner leur résonance,
résonance profonde, mais de les mettre en musique avec énormément de subtilité et de justesse. Voilà. C'est l'interpénétration des deux, c'est la complémentarité des deux. Alors, vous avez raison sur le fait de dire que la musique prolonge les mots et donc leur donne une résonance particulière et ça fait la grandeur de l'opéra. Mais le génie, c'est le génie double du dialogue entre les deux et de cette capacité qu'ils ont eu de se comprendre et de se traduire d'une certaine façon mutuellement. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que Da Ponte travaille sur le livret en même temps que Mozart travaille sur la musique et que c'est un, comme on dit, work in progress en anglais, mais c'est un peu ça. Interpénétration. Une interpénétration, et donc du coup aussi, Mozart écrit en fonction de ce que Da Ponte propose aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un dialogue entre les deux. C'est-à-dire que c'est une co-construction, comme on dit maintenant. C'est une co-construction. C'est une co-construction et c'est en ça, ce sont les grandes réussites. C'est pour ça que Verdi et Boito ont réussi ce qu'ils ont réussi dans Othello et Falstaff. C'est parce qu'on a le sentiment aussi d'un prolongement, c'est-à-dire un dialogue permanent entre les deux. C'est pour ça que, par exemple, Hofmannsthal et Richard Strauss réussissent ce que Strauss n'aurait pas réussi avec un autre librettiste. Ils ont écrit 6 opéras ou 7 de mémoire ensemble. Ils se connaissaient parfaitement et donc il y avait une interpénétration entre la musique, les mots et la musique. Il y avait une résonance entre les deux. C'est ça le grand succès. Quand il y a un travail, une collaboration et qu'il y a un véritable dialogue et que, je le répète, la musique prolonge les mots comme d'une certaine façon, les mots prolongent la musique. Dans l'autre sens aussi. Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment sur ces paroles extraordinairement. On a tous envie d'aller voir maintenant. J'espère. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir été présents aussi longtemps. J'espère que vous avez eu la réponse à toutes vos interrogations et que vous allez vous précipiter pour aller voir les noces 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et de toute façon, on ne s'en lasse pas. Merci encore et très bonne soirée à tous. Merci à vous et puis à très bientôt, j'espère. Bonne soirée. Au revoir.